Cet épisode de French Boss est sponsorisé par Tister, la plateforme de vidéos consommateurs qui permet aux marques de donner la parole à leurs clients. Salut à tous, technologie, business et aviation, trois mots qui a priori n'ont pas forcément un lien étroit entre eux, si ce n'est que ce sont ces trois mots qui dépeignent, à notre avis, on va lui demander son avis à lui, qui dépeignent à mon avis le mieux la vie professionnelle, mais la vie tout court de celui qui est notre invité aujourd'hui dans French Boss. Philippe Tartavul, bonjour. Bonsoir Eric. Est-ce que j'ai tort si je dis ces trois mots en disant que tout est résumé de ce que vous êtes dans ces trois mots? Peut-être, mais vous manquez aussi une partie importante qui est la famille. D'accord. Ce qui apparaît moins forcément dans les lectures que j'ai pu avoir sur vous. Philippe, vous savez qu'on a une sorte de routine dans cette émission. On commence toujours par parler d'une photo qui est celle qui, à notre avis, illustre le mieux la vie professionnelle de notre invité. Cette photo, c'est vous qui me l'avez envoyée. Vous m'en avez envoyé plusieurs pour être franc. Et j'ai choisi celle-là pour deux raisons. Un, parce que c'est la région de Los Angeles, la ville qui abrite votre vie professionnelle. Et deuxièmement, justement, parce que c'est une photo qui a été prise en haut, qui a été prise en avion, et que finalement, encore une fois, c'est l'illustration de ce que vous êtes, de ce que vous aimez. Un petit mot sur Los Angeles. Qu'est-ce que ça représente, Los Angeles, dans la vie professionnelle et peut-être la vie tout court de Philippe Tartavul? Los Angeles, c'est d'abord c'est trois choses. C'est une ville qui est très éclectique, très grande, très diverse, qui représente bien, à mon avis, ce qu'est la vie aux États-Unis, c'est-à-dire la diversité des gens, des parcours. C'est une ville où les cultures se mélangent, mais c'est aussi une ville où on peut se retrouver seul dans la montagne et très rapidement. Donc, moi qui aime beaucoup être à l'extérieur, c'est quand même assez génial de pouvoir aller faire du bateau, du surf ou aller faire du vélo en montagne et en même temps être près d'une ville qui est très complexe et très grande. Donc, on peut s'y sentir perdu ou on peut s'y sentir attaché. Et justement, ces qualités ou ces défauts que vous trouvez à Los Angeles, à votre avis, est-ce que ce sont des atouts déterminants dans le fait de créer une entreprise là-bas? Absolument, oui, absolument. C'est une ville où, d'abord, les États-Unis en général, c'est extraordinaire parce que il n'y a pas de frontières. N'importe qui peut arriver ici et puis avoir un succès ou avoir la vie qu'il décide. Donc, c'est un peu l'aventure, une aventure sans barrière de sécurité. Comme vous le savez, aux États-Unis, la vie est dure. Si vous réussissez pas. Donc, c'est quand même, pour moi, la traduction de l'aventure et du succès ou non. Mais ça dépend vraiment que de vous. Alors, on va en parler de cette vie, ce que vous appelez cette aventure personnelle, aventure professionnelle. Il y a des paradoxes, enfin ce que je trouve moi être des paradoxes dans la lecture de votre CV, on en parlera tout à l'heure, mais votre histoire professionnelle avant de devenir entrepreneur, puisque vous savez que c'est une émission dans laquelle nous nous adressons à des entrepreneurs français à l'étranger, le reste de votre vie professionnelle avant d'être entrepreneur, et peut-être que d'une certaine manière ça va expliquer pourquoi vous êtes devenu entrepreneur, Philippe. Alors, ma vie professionnelle, elle a commencé comme tout le monde, mais avec une forte volonté de ma part d'aller vivre à Los Angeles ou en tous les cas en Californie. Et j'ai suivi un parcours un peu commun, c'est-à-dire j'ai commencé à travailler pour des grandes sociétés comme Thales. Ensuite, j'ai eu la chance de rencontrer un très grand entrepreneur français qui s'appelle Jean-Pierre Savard, qui a créé une société qui s'appelle Ouverture, avec lequel que nous avons mis en bourse. Et après, j'ai décidé de devenir CEO d'une boîte publique. Et donc, c'est là où j'ai pris la direction d'Hypercom, qui était un concurrent de Ingenico et Verifone. Donc, ça m'a beaucoup appris, transformation de société, transformation de... enfin, c'était un gros succès. On a finalement vendu cette société à Verifone parce qu'on les embêtait beaucoup. Et ensuite, j'ai continué cette vie qui est pas vraiment d'entrepreneur, mais qui demande beaucoup
je dirais pas de courage, mais qui a beaucoup d'incertitudes. Donc la dernière étape que j'ai faite, c'est vraiment une étape d'une société publique dans les grosses infrastructures de télécom qui méritait une transformation qui était assez forte et qu'on a bien effectuée. Donc ça a toujours été pour moi des sociétés globales, donc je me sens bien un petit peu partout dans le monde. J'ai pas particulièrement d'attachement à un pays. Ce que j'ai trouvé, c'est que dans ma vie professionnelle, c'est que les gens partout dans le monde, que ce soit en Asie, aux US, en Middle East, tout le monde veut la même chose, c'est-à-dire veut avoir une vie familiale, veut avoir un succès. Donc c'est vraiment une frontière commune à tout le monde. Il n'y a pas de différence pour moi entre aller travailler en Asie ou travailler aux US ou travailler en Europe. Voilà. Alors à la suite de ça, cette vie professionnelle m'a amené à réfléchir et il y a quelque chose qui me gêne beaucoup. Alors c'est peut-être un peu politique, mais c'est l'avancée de la Chine par rapport à je dirais, l'Occident, mais surtout les US et l'Europe. J'ai vu beaucoup dans mon dernier parcours professionnel de technologies qui ont été raflées ou au profit de la Chine, des pratiques qui n'étaient pas forcément les meilleures. Et c'est pour ça que j'ai décidé de devenir vraiment entrepreneur et de créer cette SPAC avec l'objectif clair d'acheter des sociétés qui sont critiques pour le pays. Pour nous, c'est les États-Unis. Voilà. Donc, c'est comme ça que je suis vraiment devenu entrepreneur. Et avec l'idée de travailler un peu moins, mais en fait, je travaille un peu plus. Oui, c'est souvent comme ça. Dans la bouche des entrepreneurs, ce n'est pas la première fois que j'entends ce type de phrase. On va creuser un peu sur ce que vous venez de dire sur la Chine. Vous pensez qu'en étant entrepreneur et en regroupant des entrepreneurs entre eux, on sera mieux armé pour lutter contre cette croissance de la Chine qui, effectivement, est en train de s'installer un petit peu partout? Écoutez, je ne sais pas si c'est la meilleure solution, mais c'est la seule que j'ai trouvée. Donc, on peut s'asseoir sur le bord de la route et puis se plaindre tous les jours. On peut dire qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, nous, on a décidé de dire qu'est-ce qu'on peut faire. Je pense que la solution, elle est à la fois politique, mais elle est aussi dans les entrepreneurs. Donc, les deux, il faut qu'ils travaillent ensemble. Mais il faut se réveiller, quoi. Autre phrase que vous venez de dire et qui m'interpelle, Philippe, vous avez dit lutter contre la Chine, pour l'Europe, mais surtout pour les États-Unis. Aujourd'hui, vous vous sentez plus américain que européen, ou est-ce que vous vous sentez plus entrepreneur français, donc européen, aux États-Unis? C'est une question d'identité qui est très difficile. Parce que on n'est pas là pour rire, hein, en même temps. Hein. Non, mais c'est une question difficile parce que la notion d'identité, pour moi, est très complexe. Je vais vous dire pourquoi. C'est que mon père, je suis né en Algérie, mon père était français, donc d'Algérie, ma mère est italienne. On est rentré, j'étais tout petit en 62 en France. J'ai jamais senti une forte identité française chez moi, puisque j'ai grandi dans un... Et je me suis marié avec une femme qui est anglaise et j'ai vécu aux États-Unis la plupart de ma vie. Donc, j'ai des liens très forts avec la France. J'ai des amis. Comme vous le savez peut-être, je fais partie de l'American University à Paris, où je suis Board of Trustees, parce que ce sujet de l'éducation et de la France m'intéresse énormément. Donc, je me sens français dans cette bulle. Je me sens américain parce que c'est un pays où les origines sont très variées et on se retrouve tous quelque part. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais c'est en tous les cas comme ça que je le vois. Bien sûr, et justement, ça m'amène une autre question. Tout ce que vous avez fait professionnellement, parce que vous avez fait beaucoup de choses aux États-Unis, est-ce que vous estimez que vous auriez pu le réaliser de la même manière en Europe, ou en tout cas avec le même plaisir, le même élan, le même enthousiasme peut-être? C'est difficile de répondre à cette question. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai quitté Thales parce que j'étais pas polytechnicien. En gros, c'est ça. Et donc, est-ce que j'aurais pu réussir? Je pense qu'on peut réussir dans n'importe quel pays. Je pense qu'un vrai entrepreneur réussit dans n'importe quel pays.
Et c'est une question de savoir quel niveau de risque vous voulez prendre pour le succès. Donc, je ne fais pas vraiment de différence entre les États-Unis et l'Europe. Je pense que l'Europe, et en particulier la France, a un atout énorme à jouer, qu'on ne joue pas très bien encore, c'est l'éducation. On a une très, très bonne éducation. On a des gens qui sont formés d'une manière extraordinaire. Et on n'est pas capable encore de faire des startups du type de celles qu'ils font en Israël ou qu'on fait dans la Silicon Valley. Et ça, c'est dommage. Philippe, tout à l'heure, dans la deuxième partie de cette émission, on va longuement évoquer votre venture que vous avez créé, donc c'était en 2016, je ne me trompe pas, il y a 5 ans, et qui est donc aujourd'hui, c'est 100% de votre activité? Oui, enfin non, je suis au board de 2 autres sociétés. Donc, je suis le chairman d'une société qui s'appelle Nixplay. Je ne fais pas de publicité, mais c'est un cadre électronique qui marche sur Wi-Fi et que vous pouvez mettre n'importe où dans la maison. Mais l'avantage, c'est que toute la famille peut prendre des photos avec son iPhone un peu partout et mettre ses photos sur le cadre. Ce que je fais avec mon père qui habite Nice, et donc mes enfants prennent des photos un peu tous les jours, et au lieu d'aller sur Facebook, il a un petit peu un network privé où le matin, quand il se lève, il peut voir les photos de la famille. Voilà. Donc ça, et le deuxième, c'est une société qui s'appelle CompoSecure, qui fait des cartes métalliques qu'on vient de mettre. On a annoncé notre association avec un SPAC et qui va être sur le marché au mois de septembre. Mais dans ce que vous me racontez, là, Philippe, il y a cette dualité qu'on peut observer également quand on lit votre CV, par exemple, sur les réseaux sociaux. Vous avez fait des études de business, après vous avez fait des études à UCLA, à Los Angeles. Vous m'arrêtez si je me trompe, tout ce que je dis, je l'ai lu. Et puis, en revanche, vous avez mis pas mal de temps à créer votre propre entreprise, à devenir véritablement entrepreneur. Encore une fois, vous m'arrêtez si je me trompe. Et cette espèce de dualité, on la retrouve dans ce que vous venez de dire. Vous dirigez 2 sociétés qui fabriquent des produits liés aux nouvelles technologies et par ailleurs, vous avez un fonds, un venture, un fonds d'investissement qui fait complètement autre chose. C'est marrant cette espèce de dualité, non? Je suis très curieux, en fait, pour tout vous dire. Si je dois... Je suis pas très étonné. Et je pense qu'en fait, c'est très intéressant. Enfin, la question, c'est que je me pose dans l'éducation, par exemple, à l'American University in Paris, c'est quels sont les critères de succès pour les jeunes? Parce qu'on arrive à mon âge où on commence à penser qu'est-ce qu'on peut donner aux jeunes. Et je pense que en ayant bien réfléchi, je pense qu'il y a 4 critères. Il y a 1, c'est la curiosité, 2, c'est la détermination, et 3, c'est la capacité à s'adapter et d'être ouvert. Et si vous avez cette curiosité, cette détermination, un peu de common sense, je pense que la vie vous donne beaucoup de choses. Vous n'avez pas besoin d'être un génie. Oui, mais enfin, quand on met tout ça ensemble, quand on met toutes ces qualités ensemble, finalement, on devient quelqu'un qui est un petit peu au-dessus des autres, parce que toutes ces qualités, il faut les posséder et puis arriver à les harmoniser dans le quotidien professionnel quand même. Je sais pas. Je pense que j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie, je pense, professionnellement en tous les cas. C'est marrant quand on parle avec ces entrepreneurs français à l'étranger qui ont réussi, ils se disent souvent j'ai eu beaucoup de chance. Ça doit être un mal français de considérer, ou du moins de dire que l'on considère que c'est la chance qui a tout fait. Non, c'est pas la chance, mais je pense que vous pouvez être dans la même situation avec le même travail et puis l'outcome, la sortie peut être différente. Donc, faut pas non plus exclure la chance. Philippe, c'est intéressant parce qu'au travers de cette première partie, vous savez qu'on divise l'émission en 2 parties, vous savez ou vous ne savez pas d'ailleurs. Au travers de cette première partie, on a compris pas mal de choses sur l'homme, et dans la deuxième partie, on va essayer de comprendre pas mal de choses sur l'entrepreneur. On va rentrer dans des domaines plus financiers, on va parler plus d'argent, même si j'imagine qu'aujourd'hui, mais je peux me tromper, vous me le direz tout à l'heure, l'argent n'est pas forcément votre première motivation. Auparavant, donc, on va faire, comme on le fait chaque semaine, une petite pause pour poursuivre notre introspection au sein de la société Tister, qui est notre partenaire. C'est donc la suite de notre dialogue avec un des membres de l'équipe dirigeante. Il y en a pour 1 minute 30 et on se retrouve tout de suite après, Philippe. À tout de suite. Merci Eric, à tout à l'heure.
L'instant Tister, comme dans chaque émission ces derniers temps, en compagnie de Christophe Pitcher, directeur du marketing de Tister. Bonjour Christophe. On va jeter un petit coup d'œil aujourd'hui sur vos résultats. Oui, alors nos résultats concrètement aujourd'hui pour les e-commerçants avec lesquels on travaille, on regarde notamment l'impact sur le taux de conversion, sur les fiches produits qui sont équipées de vidéos versus celles qui n'en ont pas. Donc l'an dernier, on observait en moyenne plus 68% d'impact d'amélioration du taux de conversion chez nos clients. Et on a aussi d'autres impacts, notamment en termes de visibilité évidemment, puisqu'on fait du contenu et de la vidéo. Donc, certains de nos clients génèrent des centaines de milliers de vues en diffusant ces vidéos sur leur chaîne YouTube. Et en fait, ce type de performance permet aussi de remonter dans les moteurs de recherche sur des requêtes qui sont associées aux produits qui sont présentés dans les vidéos. Donc, c'est un peu un cercle vertueux entre les vues générées sur YouTube et le SEO naturel des vidéos qui remontent à la fois sur YouTube, mais aussi sur Google. C'est passionnant de discuter avec vous, Christophe, et on ne va pas se gêner pour continuer de le faire dans les numéros de French Boss à venir. Merci d'avoir été avec nous encore une fois aujourd'hui. Merci, Christophe. Merci, à bientôt. Philippe Tartavul est avec nous depuis Los Angeles. On a vu, on a entendu tout ce qu'il a fait depuis le début de sa carrière. On a entendu sa passion pour les États-Unis. On a brièvement évoqué sa passion pour l'aviation. Là, c'est plus un plaisir. Vous n'avez jamais véritablement travaillé là-dedans. Vous n'avez jamais eu envie de travailler dans l'aviation, Philippe. Alors, pour tout vous dire, je voulais être pilote quand j'étais jeune. Donc, j'ai eu encore beaucoup de chance, puisqu'à l'époque, j'étais en France et la France nous proposait des stages pour les jeunes. Vous passiez des examens. À 16 ans, j'ai pu faire du planeur. Et malheureusement, quand je suis rentré en prépa pour préparer les écoles, j'ai appris que j'étais un petit peu daltonien, ce qui me fait rejeter de l'école de l'air et évidemment de l'ENAC. Donc, voilà. Mais finalement, j'ai eu mon propre avion, donc plus tard. Oui, la vie, elle vous donne toujours quelque chose, quelque part. Ouais, j'imagine que vous ne devez pas tellement regretter, finalement. Ah, je sais pas, j'ai toujours un passement au cœur quand je monte dans un avion, mais bon, c'est la vie. Hein. Mais je suis très heureux comme ça maintenant. Tout à l'heure, vous nous avez dit que vous étiez très petit quand vous étiez rentré d'Algérie, hein, donc on peut approximativement imaginer l'âge que vous avez. Moi, je suis surpris par, vous n'êtes pas le premier que je rencontre dans ces conditions, par le fait qu'un homme de votre âge puisse être aussi attiré par les nouvelles technologies dans la mesure où elles sont arrivées tard dans votre vie professionnelle. Vous n'avez pas démarré votre carrière professionnelle avec les nouvelles technologies et pourtant, c'est une grande partie de votre quotidien aujourd'hui. Oui, mais la vie de tous les jours, enfin, d'abord, toutes les sociétés sur lesquelles j'ai managé, c'était des sociétés de technologie. Donc forcément, la technologie dans ces sociétés évoluait, autrement les sociétés meurent. Et donc, j'ai toujours été en contact constant avec ces technologies. Et la deuxième partie, c'est que, comme on l'a dit, je suis très curieux de comprendre comment ça marche. J'ai eu des enfants qui ont maintenant 29 ans. J'ai remarqué cette croissance et je passe énormément de temps avec les jeunes et regarder toutes ces nouvelles technologies en particulier. Et de plus en plus, quand on devient un peu plus âgé, on pense plus au côté éthique, peut-être, de ce que ça peut faire, que juste au côté succès de la société, par exemple. Donc oui, je suis complètement là-dedans. Mais je pense que je ne serais pas un bon CEO d'une société de technologie aujourd'hui parce qu'il faut travailler 360 heures par jour et c'est vraiment plus quelque chose que j'ai envie de faire. Donc, il faut des jeunes pour ça. Alors, justement, on en arrive à ce qui est aujourd'hui donc une grande partie de votre activité, ce venture capital que vous avez monté en 2016. Est-ce que vous pouvez me raconter ce que c'est, ce que ça a pour but de faire, même si je le sais, je préfère que ce soit vous qui le racontiez, et puis surtout la phase de mise au monde de ça en 2016, donc il y a 5 ans seulement, vous étiez déjà très, très, très installé dans la vie professionnelle. Est-ce que la mise au monde, elle vous a appris quelque chose de nouveau? Racontez-moi un petit peu la gestation. Alors, en fait, je fais partie d'une association qui s'appelle le YPO, Young President Organization, sur lesquelles on a des forums. Dans mon forum, j'ai mon partenaire qui s'appelle Craig Klein. Et depuis longtemps, on voulait créer quelque chose ensemble, mais
Moi, j'avais ces jobs de CEO, donc je ne pouvais pas le faire. Lui, il avait autre chose. Et finalement, en 2016, j'ai décidé de ne plus être CEO d'une société pour plusieurs raisons. En particulier, il y a eu le décès de ma mère qui m'a beaucoup marqué et qui m'a fait rappeler que on n'avait pas une vie infinie et que de temps en temps, ce serait bien de se poser un peu. Et donc, en 2017, je me suis dégagé de tout engagement professionnel en termes d'exécutif et on a décidé de créer cette société qui était d'abord, on a acheté quelques petites sociétés, quand je dis petites, entre 10 et 30 millions de dollars. Mais après, on s'est vite aperçu que si on voulait vraiment être percutant sur le marché, il nous faudrait faire un fonds. Et faire un fonds, ça veut dire aussi répondre à des actionnaires tous les jours. Ce que je n'avais pas forcément envie de faire. Et donc, on a décidé de pivoter, c'est ce qu'on a fait cette année, sur un SPAC qui avait vraiment ce but essentiel d'aider les sociétés qui sont, comme je l'ai dit auparavant, critiques pour notre sécurité nationale, à être en bourse et avoir accès au capital financier dont elles ont besoin pour grossir. Et donc, on a créé cette société, on a rajouté un partenaire qui s'appelle Angela Plattis, qui est une femme extraordinaire qui sera présidente qui est présidente de cette SPAC, qui est très très forte dans le M&A. Et voilà. Et donc, on lance ce SPAC, on a trouvé des encore qui sont des gens qui vont nous aider à attirer les actionnaires et on pense qu'on sera sur le marché au mois de septembre. Quid des levées de capitaux que vous avez dû faire? On n'en a pas eu énormément à diversifier, donc ce n'est pas vraiment un problème. Par contre, aujourd'hui, effectivement, on est engagé avec des grands noms dans l'industrie comme Apollo, comme des grandes private equity sur notre SPAC. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va faire très sérieusement encore. Bien, alors j'aimerais que vous m'en disiez plus, Philippe, sur ces fameuses sociétés qui touchent à des domaines cruciaux et que vous aidez aujourd'hui. Est-ce que vous avez des noms? Est-ce que c'est secret? Je préfère pas trop en parler, mais je peux vous donner la nature de ces exemples. Par exemple, quels sont les domaines qui nous intéressent? C'est tout ce qui touche au supply chain critique. Donc, par exemple, ça peut commencer depuis les matériaux eux-mêmes pour pouvoir faire les semi-conducteurs ou pour pouvoir faire les moteurs électriques ou pour pouvoir faire, donc on a des discussions avec ces sociétés-là. C'est des sociétés qui sont industrielles mais qui ne sont pas forcément des grands noms d'industrie mais qui font partie intégrante de la fabrication des semi-conducteurs. Et ce qu'on ne sait pas, c'est que vous pouvez avoir des sociétés qui sont petites, de l'ordre de 30 millions de dollars par rapport aux monstres que sont les grosses sociétés, mais si elles disparaissent ou si elles sont acquises par des capitaux étrangers, elles peuvent bloquer le process de la fabrication des semi-conducteurs. Donc on regarde ces choses-là, on regarde aussi pas mal de choses dans tout ce qui est cybersécurité et AI. Et en faisant ces recherches, on s'est aussi aperçu que la Chine avait beaucoup investi sur les États-Unis à travers d'autres partenaires sur des startups qui sont assez critiques. Donc voilà un petit peu l'essence de notre SPAC. Je le fais parce que j'ai vraiment la conviction personnelle que c'est très important de pouvoir ne pas être dépendant de la Chine comme pays. Et on l'a vu pendant la crise Covid. Et pour avoir beaucoup échangé et bataillé avec eux dans certains domaines, je pense que c'est important pour nos enfants. Mais je vous écoute. Dès le début de cette émission, dès le début de cette conversation qu'on a eue, je me dis, vous êtes quand même un entrepreneur très différent des autres, dans la mesure où dans ce que vous faites aujourd'hui, dans votre entrepreneuriat aujourd'hui, il y a énormément d'idéologie, mais pas au sens négatif du terme, mais il y a énormément d'idéologie dedans.
C'est pas l'entrepreneur qui est là et qui veut gagner du pognon, quoi. Non, c'est vrai. Ça va beaucoup plus loin que ça, quoi. Non, ça c'était avant. Voilà. mais non, parce que c'est ce que je pense, et je pense qu'on n'est pas assez, je sais pas comment dire en français, on n'est pas assez ouvert on comprend pas bien ce qui se passe avec la Chine. Je pense pas que les Américains et les Européens, d'une certaine manière, sont bien au courant des retards technologiques que l'on a et des impacts que cela peut avoir pour le futur. C'est marrant parce que vous êtes là pour vous battre contre l'omniprésence et la croissance de la Chine partout dans le monde, mais quand vous parlez de la Chine, on a presque l'impression que vous considérez comme inéluctable la suite de ce qui va se passer. Ah non, je pense pas ça. Non, je pense pas ça mais je pense qu'il faut résister, et je pense que la Chine va avoir d'autres problèmes internes. Et chaque pays a bien évidemment ses propres problèmes, mais non, je pense pas que c'est inéluctable. Non, je suis convaincu que c'est pas inéluctable. et je pense que attendez, pour finir, je pense que ce qui est extraordinaire aux États-Unis, c'est la capacité de ce pays à rebondir. Des fois très en retard, donc que ce soit pendant les guerres, ils réagissent un peu en retard, mais quand ils réagissent, ça marche. Ouais. Vous avez beaucoup admiré, j'ai lu des hommes comme Bill Gates, Richard Branson, qui effectivement sont des ambassadeurs un petit peu de tout ce qui est nouveau marché, nouvelles technologies, etc. Est-ce que l'idée de ce qu'ont fait ces gens, l'observation de ce qu'ont fait ces gens vous alimente au quotidien dans votre réflexion? Je ne peux pas dire qu'ils m'alimentent au quotidien, mais je trouve que c'est quand même des hommes extraordinaires pour pouvoir faire ce qu'ils ont fait. Et surtout, la capacité, par exemple, de Bill Gates aujourd'hui, si vous lisez ce qu'il fait, la manière dont il l'utilise, la fortune qu'il a accumulée pour le bien, je pense que c'est assez extraordinaire. Il va laisser une legacy que peu d'hommes auront laissé sur la Terre. C'est marrant parce qu'on en revient toujours à ça avec vous. Hein. C'est vraiment quelque chose qui est fondamental en vous. C'est cette notion d'aimer les gens, quoi, cette notion d'empathie vis-à-vis des autres et d'aider les autres. Mais néanmoins, vous êtes entrepreneur. Tout à l'heure, vous m'avez dit gagner du pognon, c'était avant. Aujourd'hui, quand même, vous avez des critères financiers. Est-ce que vous pourriez, en quelques chiffres, nous situer un petit peu l'importance de votre venture? Bon, le SPAC qu'on va faire, on va lever 200 millions de dollars et on va acheter une société d'une valorisation entre 800 et 1,2 milliard de dollars. Voilà. Donc, mais ça ne veut pas dire qu'on va gagner 1,2 million de dollars, ça veut dire qu'on va acheter. J'avais bien compris, mais vous donnez des atouts quand même pour faire une fin de carrière, parce que c'est marrant, parce que vous me parlez de vous comme quelqu'un qui pense déjà à la retraite en disant je n'ai pas envie de trop travailler, tout ça. Puis par ailleurs, vous vous lancez dans des trucs qui sont quand même énormes. On verra où ça nous mène. Mais non, j'ai une vie qui est qui est beaucoup plus équilibrée que je l'avais avant. C'est vrai. Le fait que vous savez, quand vous managez une boîte publique quand même qui est globale, vous avez les voyages tous les jours partout dans le monde, vous avez les actionnaires, les employés. Enfin, c'est une vie qui commence, qui s'arrête jamais avec les fuseaux horaires. Alors que là, c'est une vie qui est plutôt passer du temps à bien réfléchir sur certains dossiers, de se concentrer, mais qui après nous laisse un peu plus de liberté quand même. Et fort de tout ça, de tout ce que vous avez vécu, vu, entendu, quel conseil vous donneriez à un jeune entrepreneur qui voudrait lancer aujourd'hui son entreprise aux États-Unis, peut-être un petit peu dans le même secteur que le vôtre? Quels seraient les conseils que vous donneriez, Moi, Philippe? je dirais que d'abord, et c'est ce que j'ai déjà donné quelques practices à UCLA pour les MBA, je pense que dans toutes les industries aujourd'hui, il y a quelque chose à faire. C'est-à-dire que la digitalisation du monde permet à des jeunes entrepreneurs de regarder n'importe quelle industrie. Et beaucoup de gens se concentrent sur le vraiment high-tech, comme les AI, etc. Mais dans les industries plus traditionnelles, il
il y a énormément de possibilités. Et je conseillerais aux jeunes de ne pas tous se lancer dans le plus ultra de la technologie, mais de regarder toutes les opportunités autour d'eux, dans des secteurs qui ont besoin de cette digitalisation et qui vont créer de la valeur en faisant cette digitalisation. Voilà. Parce que vous pensez que les jeunes entrepreneurs se lancent quelquefois dans des secteurs sans avoir trop observé la tendance et les perspectives qu'il pourrait y avoir? Pas toujours, mais souvent c'est sexy. Donc, alors qu'il y a des choses très traditionnelles à faire. En fait, j'ai regardé votre dernière émission, c'est quelque chose de très traditionnel et qui va marcher. Donc, il ne faut pas toujours penser que ce soit les choses les plus compliquées qui marchent. C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures recettes. Voilà, exactement. Philippe, on a commencé cette émission parce qu'on arrive au terme. Hein, vous voyez, ça passe hyper vite. Hein. Ça fait plus de 30 minutes, presque 31 minutes qu'on discute ensemble. On a commencé cette émission avec 3 mots, technologie, business et aviation. On a compris que l'aviation, c'était avant tout une passion que vous auriez aimé exercer professionnellement, vous ne l'avez pas fait. Et moi, je me pose une question, et ça va être le mot de la fin. Entre la technologie et le business, qu'est-ce que vous préférez? Difficile à répondre, Eric, parce que la technologie, c'est du business. C'est vrai. On ne peut pas faire que de la technologie. Il faut qu'il y ait une application quelque part. Donc, forcément, qu'il y ait un marché, qu'il y ait quelque chose. Est-ce que vous seriez devenu entrepreneur en créant votre entreprise dans un autre domaine que les nouvelles technologies? Non, ça, c'est pas concevable. C'était vraiment ça qui vous a amené. Avec mon expérience aujourd'hui, oui. Mais quand j'étais plus jeune, non, c'est pour ça que j'ai dit ce que j'ai dit. Philippe Tartavul était avec nous depuis Los Angeles avec un regard qui est le regard de l'expérience sur un métier qui est un métier que beaucoup de jeunes rêvent d'embrasser, le métier d'entrepreneur. C'était très intéressant cette conversation qu'on a eue avec vous, Philippe. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Pas de problème. Merci beaucoup, Eric. J'ai passé un très bon moment. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Cet épisode de French Boss a été sponsorisé par Tister, la plateforme de vidéo consommateur qui permet aux marques de donner la parole à leurs clients.